barbarie, je me suis dit, j'avais proposé au professeur Babacar Fall que je préfère traiter la langue de barbarie et la présence des pêcheurs. Parce que dans la langue de barbarie, on peut dire que toutes les populations sont des pêcheurs. Donc avec l'épicentre qui est à Guet-Ndar. Voilà donc là où j'ai concentré mon intervention. Et pour ça maintenant, je disais que la vocation sur cette langue de barbarie, cet espace de terre qui est coincé entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal, et le fleuve Sénégal, comment dis-je encore, est habilité à la pêche. Et ceci s'explique par quoi? Sans que l'on ait vraiment besoin de s'y appesantir davantage, tout le monde sait que cet espace de terre est hostile à l'agriculture, mais il est aussi hostile à l'agriculture, mais aussi hostile l'agriculture, la pêche. Il est hostile à l'agriculture, je dis, et par la nature du Confédération, il est aussi formé à toute forme d'agriculture et de pâturage. Je m'excuse. Voilà, donc il n'en résulte maintenant que il n'y a que les productions halieutiques, alors qui sont les activités des populations dans cet espace de terre, qui date qui est à l'âge du fleuve Sénégal, puisque l'embouchure du fleuve Sénégal, qui part du Niger, de la Guinée du Fouta-Djallon à Saint-Louis, n'est-ce pas, arrose cet espace de terre qui est coincé, je le disais tantôt, entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Aujourd'hui, donc, il s'agit bien de la cohabitation sur cet espace des populations bamana qui ont investi les lieux après les Wolofs, les Walo-Walo, les Gandiolé et les Toubé-Toubé, comme précédemment annoncé. Alors donc, les derniers à investir les lieux furent les Bamana venus, n'est-ce pas, de l'ex-Soudan français et devenu République du Mali, et l'ex-Haute-Volta, surtout devenu le Burkina Faso. La langue de barbarie, donc, est composée de 3 quartiers. Le premier, c'est le quartier de Gokhumbat. Gokhumbat, à l'extrême nord, n'est-ce pas, en remontant vers la Mauritanie. Alors, c'est là où se situe le quartier de Gokhumbat, qui, dit-on, existe depuis le XVIIIe siècle. En descendant maintenant vers l'embouchure, au milieu, nous avons le quartier de Ndartout, qu'on appelle aussi Santhiaba. Ndartout, lui, est divisé en deux sous-quartiers. Il y a Ndartout Kaw et Ndartout Souf, donc c'est-à-dire Santhiaba Nord et Santhiaba Sud. Et en allant maintenant vers l'embouchure, le dernier quartier, c'est le quartier de Guet-Ndar, dont je disais tout de suite que c'est là où sont concentrés les pêcheurs qui sont devenus des pêcheurs professionnels. Les Bamana, maintenant, comment ils ont fait pour arriver dans cet espace de terre? Tout le monde sait que le fleuve Sénégal a servi de cordon ombilical entre le Sénégal et la République de l'ex-République du Soudan français. Alors donc, à l'époque du commerce florissant entre Caille et Saint-Louis, alors c'est des pirogues, de grosses pirogues qui quittaient là-bas, il n'y avait pas de moteur, alors qui étaient tirés par des professionnels, alors jusqu'à Saint-Louis. Alors donc, en cours de route maintenant, il y a des Bambara qui se sont installés le long du fleuve, mais d'autres ont préféré continuer jusqu'à Saint-Louis pour découvrir cette ville qui était un mythe, n'est-ce pas, pour tout Bamana, n'est-ce pas, qui était, comment dire encore, au sud du Sénégal. Alors, d'ailleurs, le Bamana, quand il prononce le nom de Saint-Louis, mais on sent nettement l'émotion qui part de son cœur, n'est-ce pas, pour dire à quel point il était attaché à cette ville-là. Les Wolofs disent Ndar, mais les Bamana disent Ndaran. Wow. Vous ne vous étonnez pas aussi de me voir ne pas parler de Bambara. Parce que Bambara, je l'ai toujours réfuté, puisque c'est un terme qui n'existe pas dans la langue de l'ethnie en question. Wow. On dit bien Bamana. Bamana, c'est la déformation aussi de Bambara, c'est-à-dire le rebelle. Voilà. Donc, ils ont toujours refusé Bambara. Voilà. C'est le Bambara qui devient Bamana. Et maintenant,
avec une déformation, on dit Bambara, Bambara. Mais vous posez la question à un Bamana, qu'est-ce que tu es? Il te dira jamais je suis un Bambara, mais il te dira que je suis un Bamana. Voilà, donc voilà moi le terme que je préfère véhiculer à tous les niveaux. Bon, donc je disais que après le quartier de Ndartout, divisé en 2 sous-quartiers, il y a maintenant le quartier de Guet-Ndar. Je le disais qui est vraiment l'épicentre des pêcheurs. Guet-Ndar est divisé en 3 sous-quartiers. Le premier, qui est situé juste à la hauteur du monument, s'appelle Loro. Et le second, qui est au milieu, c'est Pont de Kholé. Et le troisième, qui abrite l'école élémentaire Cheikh Touré, s'appelle Dak. Ne vous étonnez pas de certains s'étonneront peut-être dans un milieu à majorité Wolof qu'on attribue la première institution scolaire qui est l'école élémentaire Cheikh Touré, hein, qui a un nom à un Bamana. Voilà donc ce qui explique déjà la présence des Bamanans, n'est-ce pas, depuis Mathusalem, ici dans cette partie du terre. Parce que qui connaît les Bamanans, c'est des hommes vigoureux, trapus, très forts, puissants et souvent ils aiment l'épreuve. Ils engagent toujours l'épreuve de force. Et il est arrivé un moment où les Wolofs les appelaient même les Lakourou. Voilà. Lakourou, qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui qui privilégie, n'est-ce pas, la force à l'intelligence intellectuelle. Le Bamana ne réfléchit pas quand il s'agit du travail. Voilà, donc c'est pourquoi les Wolofs les appelaient les Lakourou. Voilà, très bien. Alors à Saint-Louis, ils passèrent donc, je le disais tantôt, par plusieurs portes. Il y a le fleuve qui a servi de véhicule de liaison, mais aussi il y a l'administration coloniale et l'armée française, donc qui ont servi aussi de voie de transplantation à Saint-Louis. Puisque tout le monde sait que les Lakourou, dans l'armée, on les appelait les Lakourou, ceux qui sont là, les Bouba Diop. Quand tu dis Lakourou, donc tout le monde passait aux militaires Bamana, très forts, très puissants. Alors, donc, je crois que ici et ailleurs, on les appelait souvent les Lakourou. Voilà, donc, je pense que ce sont ces gens-là qui aiment le travail, qui n'hésitent pas. Quand il faut vraiment s'investir, ils s'investirent sans réflexion. Voilà, ils sont donc parvenus à Saint-Louis en traversant le pont et qu'à Guet-Ndar, sinon dans la langue de Barbarie, alors ici les gens sont extrêmement attachés à la pêche. Et ils sont venus, bien que ce n'étaient pas des pêcheurs de profession, mais ils sont venus intégrer les populations Wolof, etc. Voilà. Et maintenant, il y a eu un brassage, un métissage. Hein, et c'est dommage qu'on ne nous a accordé que 15 minutes pour développer, mais si je le savais, moi aussi j'utiliserais le résumé que j'ai envoyé vraiment à la direction. Mais néanmoins, je vais essayer. Quand ils sont donc arrivés, des Bamanans se sont mariés, avec les pêcheurs, des femmes Wolof se sont mariées avec les Bamanans, et un brassage, un métissage s'est créé. Alors donc, l'occupation centrale de ces deux ethnies, parce que les pêcheurs, tout le monde sait que c'est des hommes qui aiment les difficultés. Voilà. Bon, je pense que c'est maintenant que alors les moyens logistiques permettent aux gens d'aller plus loin. Mais à l'époque, il n'était pas question de s'aventurer, n'est-ce pas, en haute mer. Mais néanmoins, on les voyait toujours braver la mer, braver les vagues hautes, qui les repoussaient jusqu'à la côte. Et néanmoins, ça crée en eux un sentiment de recommencement. Au lieu d'en souffrir, mais ils sentent plutôt un sentiment de recommencement. Voilà donc des gens qui, je crois que aujourd'hui, ce n'est pas le Bamana qui est devant vous qui va affronter cette mer-là. Je crois que moi, je n'ai pas ce courage-là de mes ancêtres. Bon, je disais aussi que l'école, par exemple, les Bamana, quand ils sont venus, il y a dans le quartier de Guet-Ndar, les Guet-Ndariens sont là, des concessions qu'on appelle Nguyen. Voilà. Nguyen, c'est la concession de Gueye, ceux qui portent le nom de Gueye. Mais au cours de notre investigation, on nous a fait comprendre que ces Nguyen, ce n'est pas des Gueye, mais c'est des Sissoko.
C'est des Sissoko. Bon, et si c'était en langue bamana, on dirait Sissoko Kunda. Donc Sissoko Kunda, c'est Nguyen. Oui, donc ils ont reconverti ils ont troqué leur nom de famille, voilà, patronyme, n'est-ce pas, là, à celui des Wolofs. Alors, donc, voilà pourquoi on les appelle Nguyen. On en trouve dans toutes les parties de Guet Ndar. Mais on va aussi dans le Ndartout, on trouve là-bas des quartiers qu'on appelle quartier Mbambara. Voilà. Là, donc, quand on entend Mbambara, c'est-à-dire ici, c'est le domicile des Bambara. Donc, c'est pour dire que vraiment, ils ont autant que les Wolofs, ils ont occupé toutes les sites. Voilà. Et là, je crois que de Gokhumbat jusqu'à Guet Ndar. À Gokhumbat, par exemple, je prends un exemple. Le premier président des arbitres du CNG de lutte, n'est-ce pas? Le premier arbitre, c'est un Bamana. Wow, c'est un Bamana. Et il s'appelle Ablaye Diop. Alors, ouais. Ensuite, maintenant, quant à l'école Cheikh Touré dont je vais vous parler tout de suite, Cheikh Touré, c'est le fils d'un Bamana du nom de Djadji Touré. Djadji Touré, il a aussi un neveu qui est devenu un journaliste célèbre à Radio Sénégal. Et Djadji Touré, tout le monde le connaît. Voilà, donc c'est le neveu du père de Cheikh Touré. Cheikh Touré, son père, c'était effectivement Djadji Touré. Voilà, donc ensuite, Cheikh, il fait partie des premiers élèves de l'école qui porte son nom, qui a été ouverte en 1948. Il en devint instituteur et en devint ensuite directeur d'école et il a fini sa carrière avec la fonction d'inspecteur. Voilà, donc c'est Cheikh Touré-là, n'est-ce pas, qui porte le nom dans un environnement pur à 90% Wolof. Bon, voilà, aujourd'hui, il y a aussi que beaucoup de Bamana, à un moment donné, il s'est trouvé que les Bamana ont eu peur. Pourquoi? Parce que l'autorité administrative avait accordé des privilèges, beaucoup plus de privilèges aux gens qui portaient le nom Wolof, un nom à résonance Wolof, Ndiaye, Diop, etc. Alors donc, quand ils ont constaté cela, alors eux aussi, ils ont, comment dire encore, leur patronyme de Ndiaye, les Koné, les Djara sont devenus des Ndiaye, les Traoré, les Diop, les Traoré, les Dambélé, etc. sont devenus des Diop, les Koulibaly sont devenus des Fall, n'est-ce pas? Alors, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais néanmoins, dans tout ça, ce n'était pas avec méchanceté, mais c'est pour bénéficier aussi vraiment de la largesse que le colonisateur avait révélée, n'est-ce pas, aux Sénégalais authentiques. Donc, mais malgré tout ça, il y en a qui ont réussi à conserver leur nom jusqu'ici. Vous allez à Guet Ndar, là, il y en a qui portent toujours le nom Bamana. Ils ont donc résisté, vraiment, comment dire encore, à l'épreuve du temps. Donc, je crois que c'est ce qui a fait maintenant qu'ils ont réussi à créer. Ils ont réussi à créer vraiment une cohabitation extraordinaire. Vous rentrez aujourd'hui dans Guet Ndar, vous ne pouvez pas savoir qui est gay ou qui est Bamana ou qui est Wolof. Et pourtant, il y a des descendants, purement Bamana, dont les aïeux, n'est-ce pas, en débarquant au Sénégal, ne sont pas en mesure de prononcer un seul mot Wolof. Et malgré tout ça, dans nos investigations aussi, on nous a fait comprendre que depuis longtemps, dans cette partie, dans cet espace de terre, les Bamana et les pêcheurs ont vécu, n'est-ce pas? Donc, ont vécu en bon terme une cohabitation vraiment qui étonne tout le monde. Et depuis ce jour, on n'a jamais signalé dans cet espace de terre un conflit opposant les deux ethnies. Ça n'a jamais eu lieu, en tout cas, de toutes les informations que nous avons cueillies sur place. Et au moment où maintenant, c'est là une démonstration parfaite, une illustration parfaite vraiment de ce que deux communautés de culture antinomique peuvent vivre ensemble quand ils ont un intérêt commun. Parce qu'ici, l'intérêt commun, c'est quoi? C'est la pêche. Et tous ceux qui étaient là ne s'occupaient que de pêche. Et voilà donc les Bamana qui sont venus trouver les Wolofs sur place, les hommes de mer, ils les ont imités
au point qu'on est arrivé à un moment où on ne pouvait plus faire la différence entre le Bamana et le Wolof, parce que tout le monde était pêcheur. Alors, donc je crois que là aussi, c'est ce qui fait ce rapprochement-là, indélébile encore, entre les Wolofs, Walo et les Bamana. Parce que je crois que les Bamana, autant que les Wolofs, Walo, c'est des hommes très durs, qui aiment les difficultés, qui n'ont pas peur d'affronter la mort. Donc je crois que vraiment... Il vous reste 30 secondes. Voilà, merci. Alors donc, pour 30 secondes, je vais vous dire tout simplement la leçon que j'ai tirée, n'est-ce pas, de cette cohabitation-là. Parce que ici, dans le Guet-Ndar, vous allez là-bas, vous trouverez une pirogue qu'on appelle Galou Bambara. Donc c'est pour venir encore illustrer vraiment la thèse que nous avons développée. Donc je disais que la leçon qui se dégage en tout cas de toutes les réalités auxquelles vraiment nous nous sommes évertués, tant soit peu, mesdames, messieurs, à vous proposer, à livrer à votre attention, c'est qu'il est bien possible entre des peuples que l'environnement, la langue, le système d'éducation sont antinomiques de vivre en paix et dans une exceptionnelle communion. Il suffit simplement que tout le monde accepte de partager dans la justice, l'équité, n'est-ce pas, ce que la nature, dans sa gracieusement, a offert vraiment à la communauté humaine. Et c'est ça que les ethnies Bamana et Wolof de la langue de Barbarie ont démontré, n'est-ce pas, par cette cohabitation qui date depuis Mathusalem et qui continue de faire son petit bout de chemin. Aller là-bas tout de suite, comment dire encore, là où on embarque les poissons, là, comment on appelle encore, Djamalai, vous trouverez là-bas des Bamana qui sont venus du Mali, ils sont là-bas, ils sont nombreux de jeunes Bamana qui travaillent avec tout le monde, qui ne peuvent pas vous prononcer un seul mot Wolof, mais qui sont là, qui partagent avec nous le fruit, n'est-ce pas, qu'ensemble ils sont en train de produire, et de la mer et du fleuve. Je vous remercie.